Bienvenue. Vous connaissez cette sensation, on se réveille, on croit avoir bien dormi, mais bof, l'énergie n'est pas vraiment là. Hmm. Ou alors, le coup de barre après le déjeuner. Terrible. Même après une salade qu'on pensait, raisonnable. Oui, le fameux coup de pompe de début d'après-midi. C'est ça. On se dit, bon, c'est normal, c'est le rythme, le stress. Mais si c'était autre chose, si ça venait de ce qu'on mange, et surtout de ce qu'on voit pas qu'on mange. Le sucre caché. Exactement. Notre source aujourd'hui, c'est L'art de dompter le sucre caché, de Jean-Louis Dossou. Et ça commence fort, dès la préface. Il dit Le sucre ne crie pas, il chuchote. J'aime beaucoup cette image. Un chuchotement qui peut nous miner en fait. Voilà, alors aujourd'hui, on plonge dans ce livre. On va essayer de comprendre comment ce sucre, un peu sournois, joue sur notre vitalité, mais aussi sur l'inflammation, le métabolisme. Tout est lié. C'est ça. Et l'idée, ce n'est pas de partir en guerre contre le sucre, hein, l'auteur le dit bien, et c'est notre but aussi. C'est plutôt de comprendre pour peut-être retrouver une énergie plus stable. Dossou écrit Comprendre, c'est guérir. C'est une belle approche. Notre mission, si on peut dire, c'est de décoder un peu ce langage silencieux du corps face au sucre. Surtout celui qu'on ne soupçonne pas. Hmm, On va regarder de près le lien entre la glycémie, le taux de sucre dans le sang, cette inflammation dont on parle beaucoup, la fatigue chronique et même, oui, l'humeur, le brouillard mental. Ah oui, le brouillard mental. Beaucoup de gens s'en plaignent. Et énormément. Donc l'idée, c'est vraiment d'extraire les pépites de ce livre pour retrouver une énergie linéaire, quoi. Sans se priver de tout, forcément. Et la clé, c'est cette distinction que l'auteur fait entre le sucre visible, celui qu'on ajoute nous-mêmes. Et le sucre caché, le vrai piège, selon lui, omniprésent. Alors, parlons-en de ce sucre caché, de cette douce illusion. On sait bien qu'il y a le sucre des fruits, bon, et celui qu'on met dans le café, les gâteaux. Ça, on le voit, on le choisit en principe. Mais le livre nous alerte sur cette troisième catégorie, la plus vicieuse, on peut dire, Oui, c'est le terme. celle qui est partout. Dans les yaourts allégés, enfin, soi-disant allégés, Souvent compensé en sucre ou en édulcorant, oui. les jus de fruits, même sans sucre ajouté, Le fructose concentré des fruits sans les fibres, c'est pas idéal. les sauces tomates, les vinaigrettes toutes prêtes, le pain de mie même complet, la charcuterie parfois, la liste est dingue. C'est infini, ou presque. Et il y a une phrase du livre qui résume bien ça. Ce n'est pas le goût sucré qui fatigue ton corps, c'est sa répétition invisible. C'est ça. L'accumulation constante, même par petites touches, c'est ça le problème. Tout à fait. Et pour comprendre l'impact, il faut regarder au-delà du goût. Le livre explique bien l'index glycémique, l'IG. Oui, la vitesse à laquelle le sucre arrive dans le sang. C'est ça. Mais l'auteur dit, attention, l'IG seul, ça ne suffit pas. Il faut regarder la charge glycémique, la CG. D'accord, c'est quoi la différence simplement? La GC, ça prend en compte l'IG et la quantité de glucides qu'on mange vraiment. L'image de la voiture est pas mal. L'IG, c'est la vitesse. La GC, c'est l'impact de l'accident, qui dépend aussi de la taille du camion, quoi, la quantité. Ah oui, je vois. Par exemple, la pastèque. IG assez élevé, mais comme il y a beaucoup d'eau, si on mange une portion normale, la charge glycémique reste basse. D'accord. Et inversement? Inversement, un gros plat de pâte blanche, même sans sauce sucrée, la quantité de glucides est telle que la charge glycémique explose. C'est beaucoup plus parlant comme ça. Et l'exemple du petit déjeuner santé que donne le livre, ouh là là. Terrible, oui. Raconte. On se dit un grand verre de jus d'orange, allez, 100% pur jus, des céréales fibres plus, mais bourrées de sucre caché, et un yaourt 0% aux fruits plein d'édulcorants. On coche toutes les cases du bien manger apparent. Voilà. Mais le livre dit attention, c'est une bombe glycémique déguisée. Le sucre sanguin fait un pic énorme, Ce qui appelle une grosse décharge d'insuline. et paf 1 heure ou 2 après, ça s'effondre. C'est le coup de barre de 11 heures et l'envie irrépressible de De sucre ou de café. pour tenir. C'est le cercle vicieux qui commence. Et cette insuline, justement, le livre en parle comme du chef d'orchestre débordé. C'est une bonne image. L'insuline, produite par le pancréas, elle est vitale, hein. C'est la clé qui fait rentrer le sucre dans nos cellules pour faire de l'énergie. Oui, Mais quand on lui envoie des vagues de sucre encore et encore, le pancréas s'épuise à produire de l'insuline en masse. Et là, ça déraille. comment ça déraille? Le livre décrit bien ce cercle vicieux. Trop d'insuline, ça pousse le corps à stocker le sucre en trop sous forme de graisse, surtout au niveau du ventre. Ah. Ensuite, ça fait chuter la glycémie trop bas, trop vite. C'est l'hypoglycémie réactionnelle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Fatigue, irritabilité, brouillard mental. Exactement. Et une nouvelle envie de sucre pour remonter la pente. Le serpent qui se mord la queue.
Et le pire, c'est que ça peut rendre les cellules sourdes à l'insuline. C'est ça, la résistance à l'insuline. À force d'être bombardées, les cellules répondent moins bien. C'est un peu comme crier dans une pièce où tout le monde est déjà assourdi. Et ça, c'est la porte ouverte à pas mal de soucis métaboliques. C'est fou comme ça peut perturber tout l'équilibre. Le livre dit aussi que ça fausse nos signaux de faim et de satiété. On ne sait plus trop si on a vraiment faim. Ou si c'est juste une chute de sucre qui nous donne cette sensation de manque, oui. Et c'est là que la faim émotionnelle s'engouffre souvent. Ah oui. On cherche du réconfort, un apaisement rapide, et le sucre est très efficace pour ça, sur le coup. Du coup, on culpabilise, on pense manquer de volonté. Alors qu'en fait, c'est beaucoup de biochimie derrière tout ça. Le livre est assez déculpabilisant sur ce point, je trouve. C'est important. Oui, vraiment. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là, si j'ai bien compris. Il y a cette histoire d'inflammation silencieuse, ce feu invisible. Absolument. C'est un autre gros morceau. L'excès de sucre, surtout répété, ça nourrit une inflammation chronique, de bas grade. On ne la sent pas forcément, mais elle est là. Et comment ça marche concrètement? Il y a notamment le phénomène de glycation. Imaginez le sucre en trop qui s'accroche aux protéines de nos tissus. Le collagène de la peau, les parois des vaisseaux. Ça les caramélise en quelque sorte. C'est exactement l'image qu'utilise l'auteur, oui. Ces protéines glyquées deviennent rigides, elles fonctionnent moins bien, et ça génère du stress oxydatif. En gros, ça fait vieillir nos cellules plus vite. Donc le croissant du matin pourrait vraiment jouer sur nos rides? Mm. C'est un peu déprimant dit comme ça. C'est un raccourci, mais l'idée est là, oui. Le livre fait ce lien direct entre cette caramélisation interne et des signes de vieillissement accéléré. Peau moins élastique, taches brunes. D'accord. Et à part la peau, quels sont les autres signes de cette inflammation discrète? Parce que ce n'est pas comme une rage de dents, on ne le sent pas forcément directement. Non, justement, c'est plus diffus. Le livre liste la fatigue chronique qui ne part pas avec le repos, ce fameux brouillard mental, on y revient. Oui. Des douleurs musculaires ou articulaires un peu partout, sans raison évidente. Des problèmes de digestion, de peau type acné ou eczéma qui persistent, une plus grande fragilité face aux infections. Hmm. Tout ça, ce sont des signaux possibles que le corps est en état d'alerte inflammatoire, souvent entretenu par ces hauts et bas de glycémie. C'est montagne russe, oui. Et la fatigue après le repas alors? Beaucoup de gens disent c'est normal, c'est la digestion. Le livre fait la différence. Oui, c'est une excellente question. La digestion demande de l'énergie, c'est vrai. Mais une vraie grosse somnolence, le besoin irrésistible de faire une sieste après un repas riche en glucides, pâtes, riz blanc, pain dessert. Oui, le classique. Ça, c'est typique de la chute de glycémie réactionnelle, le crash après le pic. C'est pas juste la digestion. Et qu'est-ce qui se passe dans le corps à ce moment-là? Pour contrer cette chute de sucre, le corps panique un peu et libère des hormones de stress. Cortisol, adrénaline. Leur job, c'est de faire remonter le sucre vite fait. Mais ça a un coût, j'imagine. Exactement. Ça nous met en alerte, ça épuise nos glandes surrénales, si ça se répète trop souvent. Et ironiquement, le cortisol lui-même, sur le long terme, peut faire monter la glycémie. Donc on entretient le problème. Ce cycle de pic, de crash, et les hormones qui jouent au yo-yo, c'est épuisant pour tout le système. Donc cette fatigue post-repas, il faut vraiment y prêter attention. C'est un signal important. C'est un indicateur clé, oui. Et ça va loin, l'impact. Jusqu'à nos mitochondries. Ah, les petites centrales énergétiques de nos cellules. Voilà. Le livre décrit comment l'excès de sucre et le stress oxydatif qui va avec, eh bien, ça les encrasse. Imaginez des usines qui tournent au ralenti parce qu'elles sont bouchées par les déchets d'une mauvaise combustion du sucre. D'accord. Résultat, moins d'ATP, la monnaie énergétique, donc moins d'énergie disponible pour tout faire. C'est pour ça qu'on se sent vidé, même sans avoir couru un marathon. Il y a une citation assez forte dans le livre à ce sujet. Oui, ce n'est pas ton âge qui te fatigue, ce sont tes cellules qui respirent mal. C'est parlant, je trouve. Carrément. L'image est puissante. Et alors, quid du cerveau et de l'humeur? Le livre explore ça aussi, non? Il dit même un truc un peu provocateur, le sucre ne nourrit pas ton cerveau, il le rend dépendant. Oui, c'est un autre aspect essentiel. Le sucre, ça active très fort le circuit de la récompense dans le cerveau. Dopamine, plaisir immédiat, réconfort. Le fameux shoot de sucre? C'est ça. Mais le problème expliqué dans le livre, c'est qu'à force, les récepteurs à la dopamine deviennent moins sensibles. Il en faut plus pour le même effet. La tolérance, comme pour d'autres substances. Exactement. Ça peut mener à une forme de dépendance comportementale. Une addiction douce, mais réelle. Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a un lien avec l'anxiété, la déprime? Oui, le sucre peut booster un peu la sérotonine, l'hormone du bien-être. Sur le coup. C'est pour ça qu'on est attiré quand on est stressé ou pas bien. Mhm. Mais c'est un effet très court.
Et la chute derrière peut même aggraver l'instabilité émotionnelle. Le livre fait aussi le lien entre trop de sucre, le stress chronique, le cortisol qui fait monter le sucre et l'envie de sucre, et la qualité du sommeil. Ah, les réveils nocturnes. Oui, souvent entre 2 heures et 4 heures du matin. D'après l'ouvrage, c'est fréquemment lié à une hypoglycémie nocturne. Le corps libère du cortisol pour corriger ça, et hop, on se réveille, en alerte. C'est incroyable de voir tous ces liens. Et l'intestin dans tout ça. Le fameux deuxième cerveau, le microbiote. Comment elle s'intègre là-dedans? Il est au centre, en fait. Le livre explique bien comment une alimentation trop riche en sucre raffiné et pauvre en fibres, ça déséquilibre notre flore intestinale. Ça nourrit les mauvaises bactéries et levures. La dysbiose, c'est ça? C'est ça, la dysbiose. Et ça a plein de conséquences. D'abord, un microbiote déséquilibré produit moins de bonnes choses. Moins de neurotransmetteurs comme la sérotonine, une grosse partie est faite dans l'intestin. Ah bon? Je ne savais pas ça. Oui, oui. Et aussi, moins d'acides gras à chaîne courte, les AGCC, ils sont super importants. Ils nourrissent la paroi intestinale, aident à réguler l'appétit, améliorent la sensibilité à l'insuline et ils sont anti-inflammatoires. Donc moins d'AGCC, c'est potentiellement plus d'inflammation et une moins bonne gestion du sucre. Exactement. Et ce n'est pas tout. La dysbiose favorise aussi la perméabilité intestinale, le leaky gut. L'intestin qui devient une passoire, en gros. Un peu ça, oui. La barrière intestinale est moins efficace. Des trucs qui ne devraient pas passer, des morceaux d'aliments mal digérés, des toxines de bactéries se retrouvent dans le sang. Et le système immunitaire n'aime pas ça, j'imagine. Pas du tout. Il réagit. Et ça crée cette inflammation de bas grade dont on parlait, mais qui ne reste pas dans l'intestin. Elle se diffuse partout. Elle contribue à la fatigue, au brouillard mental, aux douleurs, à la résistance à l'insuline. Un intestin qui fuit, ça peut enflammer tout le corps. C'est vraiment une clé. Bon, le tableau est assez chargé, mais on voit bien les connexions maintenant. Alors, face à tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Le livre propose des pistes, j'imagine. Il ne s'agit pas de supprimer tout le sucre, hein, c'est ça? Non, non, l'approche n'est pas du tout dans l'éradication. C'est plutôt la modération consciente, la reconstruction d'un équilibre. Le livre appelle ça le protocole énergie stable. D'accord, et ça repose sur quoi? Sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est l'assiette. L'idée, c'est de composer ses repas pour lisser la glycémie. La règle d'or, toujours associer les glucides, même les bons, avec des fibres. Légumes, légumineuses. Voilà. Des protéines, animales ou végétales. Et des bonnes graisses. Avocats, noix, bonnes huiles. Tout ça, ça ralentit l'arrivée du sucre dans le sang. Logique. Le deuxième pilier? La respiration. Le livre insiste beaucoup là-dessus. Utiliser des techniques de respiration consciente, comme la cohérence cardiaque par exemple, pour calmer le système nerveux, réduire le cortisol. Celui qui nous joue des tours avec le sucre. Exactement. Et le troisième pilier, c'est le rythme. Respecter des pauses entre les repas, éviter le grignotage permanent qui sollicite l'insuline sans arrêt. Et écouter les signaux du corps. La vraie faim, la satiété, le besoin de sommeil. Assiette, respiration, rythme, c'est clair. Mais l'auteur va plus loin sur le côté psy, non? Avec cette phrase forte, tu ne manges pas par faim, tu manges pour calmer un signal nerveux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous amène au sucre émotionnel. Le sucre, c'est souvent un doudou, un outil rapide pour gérer nos émotions. Un réconfort quand on est triste, un coup de boost quand on est fatigué. Un défouloir quand on est frustré, une récompense. C'est tout ça à la fois, parfois. L'invitation du livre, c'est de regarder derrière l'envie de sucre. C'est quoi le vrai besoin? De calme, de douceur, d'une pause, d'énergie. Et la clé, ce serait de trouver d'autres réponses. C'est ça. Ne pas lutter contre l'envie, mais reconnaître le besoin et essayer d'y répondre autrement, de façon plus saine. Une autre phrase du livre le dit bien, ce n'est pas le sucre que tu veux, c'est le calme qu'il t'apporte. D'accord. Et comment on fait concrètement pour trouver ce calme autrement? Quelles sont les pistes? Il y en a plusieurs. La respiration consciente. Encore une fois, juste quelques respirations profondes avant de craquer, ça peut déjà créer un espace. La pleine conscience en mangeant. Savourer, écouter sa satiété, ça aide à distinguer la faim de l'envie. Se reconnecter aux sensations. Exactement. Redécouvrir le vrai goût des aliments, souvent masqués par le sucre. Et plus largement, cultiver la douceur consciente dans sa vie. S'accorder des vraies pauses, bouger, bien dormir, voir des gens qu'on aime. Remplacer le pansement rapide du sucre par du bien-être plus profond. Ça demande un changement de perspective. Oui. Et il y a aussi un concept intéressant vers la fin, celui des saisons glycémiques. Les saisons glycémiques, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est que nos besoins et notre gestion du sucre ne sont pas les mêmes toute l'année.
Ça change avec la lumière du soleil, la température, nos hormones, notre niveau de stress. Ah oui, c'est logique en fait. Donc il faudrait apprendre à adapter un peu notre alimentation, notre mode de vie à ces saisons personnelles. Peut-être plus de glucides complexes en hiver, être plus vigilant, alors qu'en été c'est plus facile. Ça demande de s'écouter. C'est intéressant, ça sort des règles trop rigides, taille unique. Et pour accompagner tout ça, le rééquilibrage, la gestion des émotions, est-ce que le livre parle de compléments, d'aides naturelles? Oui, il y a des zooms sur certains compléments, présentés comme des soutiens possibles pendant les différentes phases. Attention, pas des baguettes magiques, hein. Bien sûr. Mais selon le livre, certaines fibres solubles, par exemple, peuvent aider à ralentir l'absorption du sucre et nourrir les bonnes bactéries. Il cite Forever Fiber. D'autres plantes, comme le nopal ou le haricot blanc qu'on trouverait dans Forever Lean, d'après l'auteur, pourraient aider à modérer les pics de sucre. D'accord. Et pour l'intestin? Pour l'intestin, souvent malmené, il mentionne l'aloe vera pour apaiser la muqueuse. Et pour soutenir le foie et la flore, l'ail et le thym, comme dans Forever Garlic Thyme, sont évoqués pour leurs effets antioxydants et assainissants. Toujours selon le livre. Et il insiste sur le fait que ça vient en plus du reste, j'imagine. Absolument. Ce sont des aides ponctuelles possibles, mais ça ne remplace pas le travail de fond sur l'assiette, la respiration et le rythme. C'est très clair là-dessus. Merci pour cette précision, c'est important de le rappeler. Ce sont des outils dans une boîte à outils plus large. C'est exactement ça. Si on devait résumer le message principal de dessous, ce serait prendre conscience de ce sucre caché et de son impact. C'est vraiment la première étape indispensable pour renouer un dialogue plus sain avec son corps. Passer de la lutte à la compréhension, en quelque sorte. Voilà, de la contrainte subie au choix éclairé. Et dans cette démarche, notre relation au sucre devient presque un enseignant. Elle nous révèle nos déséquilibres, nos fragilités, mais aussi nos besoins profonds. Besoin de calme, de réconfort, d'énergie véritable. C'est une vision qui redonne du pouvoir, je trouve. Le message final semble assez positif, alors l'énergie stable, la clarté mentale, ce n'est pas un Graal inaccessible. C'est plutôt l'état naturel vers lequel le corps tend si on lui en donne les moyens. Si on rétablit la cohérence, oui. Il y a une belle phrase dans la conclusion du livre pour finir. La douceur la plus puissante n'est pas celle du sucre, mais celle de la clarté retrouvée. C'est joliment dit. Et pour laisser une petite question en suspens, une idée à méditer, en lien avec ce sucre émotionnel, cette quête de douceur. Oui. Et si cette attirance si forte pour le sucre, au fond, ce n'était qu'une recherche détournée, une quête inconsciente d'un apaisement intérieur plus profond, d'une vraie paix? Hmm. Et la question qui suit, inspirée par le livre, c'est: est-ce que ce calme intérieur, cette douceur authentique, on ne pourrait pas la cultiver autrement? Par la respiration, la présence à soi, l'écoute de nos rythmes? Est-ce que ça ne rendrait